Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien spécial de notre page internationale. Les dernières élections législatives françaises ont accouché d'une configuration inédite à l'Assemblée nationale française, une première dans la Ve République, où le président Emmanuel Macron se retrouve sans une majorité absolue. Alors, blocage ou pas blocage, nous allons essayer de discuter de cette nouvelle donne de la scène politique française avec Madame Patricia Bordas, ancienne vice-présidente de la région Limousin, ancienne première adjointe de la ville de Brive, ancienne sénatrice de Corrèze. Madame Bordas, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va, très bien. Ça va. Merci de vous prêter au jeu de nos questions. Alors, de suite, j'aimerais vous demander, est-ce que vous attendiez à ce résultat-là des dernières élections législatives? Parce que je rappelle que vous aviez été également candidate, si je ne me trompe. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu étonnée comment vous le présentez, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est quand même pas une déconvenue. D'abord, oui. Emmanuel Macron a été réélu président de la République. Mmh. Je vous rappelle quand même que c'est une des premières fois, c'est le premier président qui est réélu depuis 2002. Oui. Qu'aujourd'hui, même si nous n'avons pas une majorité absolue, nous avons une majorité relative. Donc, oui. Quelque part, nous n'avons pas, comment vous dire, perdu. Mais quelque part, comment on peut expliquer ce résultat? Moi, j'ai envie de dire que ce résultat, c'est aussi je dirais que c'est notre problème majeur de notre culture politique et de nos institutions. Et moi, j'ai envie de dire merci. Je ne suis peut-être pas majoritaire pour dire ça, oui. Mais merci aux Français et aux Françaises qui nous ont imposé quelque part la proportionnelle, parce que le reflet de l'Assemblée nationale que nous avons maintenant est le reflet de la proportionnelle. La proportionnelle qu'Emmanuel Macron avait promis, mais n'a pas pu réaliser. Tout à fait. Je dirais qu'elle s'est réalisée contre son gré. Tout à fait, tout à fait. Et voilà. Je crois qu'il faut respecter, et ça sera une nouvelle façon de gouverner. Justement, peut-être est-ce là une bonne nouvelle pour la démocratie française dans son ensemble, que voilà, toutes les forces soient représentées et que le président de la République soit obligé de devoir conjuguer avec les autres forces politiques en place. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle parce que nous allons répondre à ce que les Français et les Françaises souhaitent. En fait, le président de la République a été réélu pour mettre en place son projet, mais les Français souhaitent que l'on renoue différemment le dialogue, souhaitent que nous travaillions différemment, que ce ne soit pas qu'un bloc qui décide tout, et que ce soit aussi les oppositions. Voilà. Je reviens au second tour des législatives. Est-ce qu'on peut dire, au regard des consignes de vote, des reports de voix qui n'ont pas été effectifs ou non, des consignes de vote précisément du côté de votre parti, n'ont pas été assez claires pour faire prévaloir le front républicain? Autrement, est-ce que le front républicain est-il mort de sa belle mort à l'occasion de cette dernière législative? Alors, je crois qu'on a été clair. Le Front républicain, d'abord, si je peux me permettre de répondre à la deuxième partie de votre question, le Front républicain, pour moi, je pense qu'il n'existe plus. Et quelque part, vous avez un peu raison, je crois qu'il est mort. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons été clairs. Ensemble a été clair sur le deuxième tour des législatives. On soutient les candidats républicains. Alors, qu'on le veuille ou non, le projet de Jean-Luc Mélenchon et de LFI, il est dangereux.
Moi, Alors, je oui, perçois. oui, précisément. Comment vous jugez parce que on va dire la Macronie, est-ce que je sais pas si ça existe encore, si on doit encore, supposons que, appelons-le ainsi, la Macronie met sur le même pied d'égalité, semble mettre en tout cas sur le même pied d'égalité la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national. Les renvoyer dos à dos, est-ce que réellement, au vu de l'histoire, au regard des derniers développements de ces dernières années, est-ce qu'il est vraiment juste, même s'il y a beaucoup de choses à reprocher, qu'on pourrait reprocher à Jean-Luc Mélenchon au niveau de son discours, la police qui tue, ainsi de suite, est-ce qu'il est vraiment juste d'opposer le Rassemblement national et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon? Je crois aujourd'hui, quand on a des candidats LFI qui ne respectent pas les valeurs républicaines, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, insultent nos policiers, qui demandent en fait de ne plus soutenir l'Ukraine et qui veut sortir de l'euro, oui, on n'a pas appelé à voter pour lui. Aujourd'hui, c'est vrai que notre objectif, et vous avez dû l'entendre avec notre Première ministre dans sa déclaration de politique générale, c'est faire face aux extrêmes, tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Mais dans le même temps, Marine Le Pen fait entendre une musique nouvelle. On comprend bien qu'elle veut gouverner, elle se présidentialise et elle dit à qui veut l'entendre qu'elle ne sera pas un instrument de blocage à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce discours n'est pas entendable même pour le parti au pouvoir? Je pense qu'aujourd'hui, on sera très vigilant, vous l'avez bien compris. Les Français ont souhaité, nous, on ne peut que le regretter, c'est certainement parce que nous n'avons pas été aussi assez bons et assez pédagogues et que nous n'avons peut-être pas bien travaillé, comment vous dire, bien fait comprendre notre projet sur le premier quinquennat, mais quelque part, quand vous voyez que plus de 40% des électeurs ont fait confiance à Marine Le Pen, Oui. Automatiquement, elle est obligée de participer au débat au sein de nos institutions. Et j'ai envie de dire, et non en dehors. Je crois que c'est plus important pour nous et peut-être plus rassurant qu'elle soit dedans que dehors. Mais vous avez bien compris qu'il n'y aura pas de compromis avec les extrêmes. Avec les extrêmes, voilà. Alors, en parlant du discours, en tout cas de cette nouvelle donne qui prévaut depuis quelques semaines, quelles sont les concessions que peut faire le gouvernement d'Elisabeth Borne pour contenter à nouveau les Français et essayer de gouverner, de rassembler autour d'un projet qui soit profitable et vendable pour les Français, quel que soit leur assentiment pour tel ou tel autre parti? Je crois qu'aujourd'hui, Elisabeth Borne, notre première ministre, l'a bien spécifié dans son discours. D'abord, on a un gouvernement d'action qui a été nommé, qui a été présenté par la première ministre et entériné par notre président de la République. Aujourd'hui, il y a une feuille de route de notre président. Alors après, il va falloir maintenant, puisqu'il n'y a pas eu, je dirais, de coalition, il va falloir, comme vous dites, c'est des concessions, des compromis. Oui. En fait, c'est sur des textes qui vont être les grandes priorités pour les Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la sécurité et la transition écologique. Aujourd'hui, on est ouvert, je crois qu'elle l'a dit clairement, on est ouvert à des compromis avec les oppositions qui veulent faire aboutir des textes, mais qui répondent aux priorités des Français. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Mais j'ai l'impression qu'il y aura du bon sens, même dans l'opposition, qu'il y aura du bon sens. Aujourd'hui, nous vivons des moments trop compliqués avec des Français qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent plus vivre correctement et qu'il faut vraiment qu'on ait des annonces fortes. Moi, je crois qu'on va arriver à trouver des accords. Oui, parce que les enjeux sont importants, l'hôpital, le pouvoir d'achat, l'inflation galopante, cette fameuse réforme des retraites. Est-ce que vous ne craignez pas, surtout sur cette dernière réforme, celle concernant les retraites, que le président Emmanuel Macron
aille jusqu'à renier quelques engagements qu'il ait pris pendant l'élection présidentielle passée pour contenter soit des républicains ou au centre les hommes de Bayrou ou encore ceux d'Édouard Philippe. Vous savez, je crois que aujourd'hui, tant la majorité que les oppositions ne sera jamais d'accord sur toutes les solutions. Mais on a, je crois, la même conscience, c'est-à-dire la conscience de l'urgence à agir. Donc, c'est vrai qu'on continuera d'exister, on bâtira ensemble, mais je ne sais pas comment vous dire. Quand vous avez écouté notre première ministre, elle a déjà annoncé une méthode nouvelle, à savoir une commission transpartisane pour réfléchir d'abord à l'avenir de nos institutions, parce qu'on ne peut plus rester comme ça. Elle a aussi dit, et que je crois que les députés, l'ensemble des députés ont été sensibles, c'est aussi tiré, ce que je vous disais tout à l'heure, de ce que nous n'avons pas su bien faire sur le premier quinquennat, à savoir une plus grande association des élus locaux, des organisations syndicales, des forces vives, plus de marge de manœuvre au territoire, parce que c'était quand même relativement rigide, vous voyez. Oui. Alors, quand vous parlez de la réforme des retraites, je l'entends, mais j'ai envie de vous dire avec un petit sourire, Madame la Première ministre n'a jamais parlé de la retraite à 65 ans dans son discours. Mais le président, donc, oui. Le président, oui. Le président, oui. Mais elle, dans son discours politique général, non. Donc, ça veut dire quelque part qu'il y a une évolution aussi. Voilà, ça veut dire aussi quelque part que je crois que personne n'a envie d'aller à un blocage. Parce que si nous n'avons pas une concertation, quelque part, je crois que les Français nous ont donné un signe, et cette assemblée sans majorité absolue, et je crois, à mon avis, très certainement de la part des Français et des Françaises, une invitation à un dialogue soutenu. Donc, ce qui veut dire qu'on va travailler différemment. Voilà. Je voudrais m'appesantir maintenant sur... Est-ce que vous pensez, je ne sais pas si vous vous impliquez dans la politique africaine de la France, est-ce que vous pensez que cette nouvelle donne politique peut avoir une quelconque influence sur les relations entre le continent et la France, surtout sur les questions régaliennes, immigration principalement, sécurité, tout ce qui fait un peu le lit de l'électorat de Marine Le Pen, donc les questions liées au quartier, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'avec cette nouvelle force dont elle dispose à l'Assemblée nationale française sur les questions éminemment régaliennes, qui puisse avoir en tout cas un changement, je ne dirais pas une révolution, en tout cas, qui a un impact sur les relations de la France avec ses ex-colonies principalement et par rapport au continent dans son ensemble? Alors, je ne suis pas membre du gouvernement et je ne suis que membre du Bureau national de Renaissance. Mais ce que je peux vous dire, et je peux vous l'affirmer, c'est que déjà notre Première ministre, dans sa déclaration de politique générale, l'a dit. Elle a été claire. Elle a dit qu'elle voulait une relation renouvelée avec l'Afrique. Elle a dit par le dialogue, par les partenariats, par le travail de mémoire. Bon. Mais je crois qu'on l'a déjà porté dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, avec des avancées en matière tant de coopération sur la sécurité alimentaire, sur le financement. En fait, ce qu'elle veut nous démontrer et ce qu'elle veut vous démontrer, c'est qu'on va porter en fait une méthode nouvelle et que notre stratégie et notre relation avec le continent seront en fait différents pour bâtir un réel partenariat. Elle a quand même donné des exemples avec le New Deal économique et financier avec l'Afrique, avec des propositions, j'ai trouvé, d'investissement très concrètes pour la jeunesse, mais aussi elle a bien précisé sur l'agenda de sécurité par le soutien européen aux États africains qui sont confrontés au terrorisme, la lutte
contre l'immigration illégale. Et je pense que vous l'avez bien compris, nous sommes vraiment dans la co-construction de solutions, mais qui soient concrètes et profitables à tous et toutes. Sur ça, j'ai envie de dire que nous allons continuer à travailler avec vous comme il se doit. Et que là-dessus, si je dois avoir un message rassurant, je ne crois pas que la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale changera et aura un impact des relations qu'on a avec le continent africain et surtout, comment vous dire, au contraire, ne changera pas l'influence de la France vers l'Afrique, mais va améliorer justement et essayer de travailler de concert. Moi, je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, nous ne lâcherons rien là-dessus. Je veux dire que les compromis, il peut y en avoir, mais l'exigence du compromis, c'est aussi l'exigence de construire ensemble et c'est surtout de respecter ce que nous avions déjà décidé par le travail qui a été fait vis-à-vis de vous. Je crois que là-dessus, moi, personnellement, je n'ai aucune inquiétude. D'accord. Alors, juste une dernière question, et ça, c'est pour la politique interne de la France. Je reste sur la question régalienne. Est-ce que le fait que Marine Le Pen soit rentrée en force au Parlement obligera le parti Renaissance à traiter ces questions-là de façon, on va dire, un peu plus décomplexée. La sécurité, les questions d'immigration, en tout cas, gouvernera peut-être à droite sur ces questions, pas forcément reprendre les idées de Marine Le Pen, mais tout au moins ceux de LR sur ces questions qui sont importantes pour ces alliés potentiels d'Emmanuel Macron. Je crois là-dessus que notre président a été clair dans le projet par rapport à tout ce que... Je sens de votre part un peu une inquiétude sur tout ce qui est régalien. Moi, je pense qu'au niveau de la sécurité, au niveau de l'immigration, nous n'irons jamais vers ce que Marine Le Pen peut annoncer et ce que les extrêmes de chez les Républicains peuvent annoncer. Et c'est peut-être là la force, quelque part, si je peux me permettre, c'est la force peut-être de cette proportionnelle qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale, parce que je veux dire que vous avez certainement plus des personnes de sensibilité de gauche qui viendront vers nous sur ce que nous souhaitons au niveau de la sécurité et de l'immigration, et que très certainement l'extrême droite et les excès, ceux qui sont quand même dans l'excès au niveau des LR, ne viendront pas vers nous. Donc là-dessus, nous ne lâcherons rien, parce que je crois que ce que nous avons compris, c'est qu'il faut maintenant redonner une confiance aux Français et aux Françaises, parce que franchement, 89 députés Rassemblement national nous interroge et doit nous interroger et doit nous obliger à travailler différemment. Voilà, travailler différemment. Vous parliez de la proportionnelle, peut-être qu'il est temps de l'instituer finalement, puisque c'est ce qui se fait vraisemblablement. Je crois que vous avez raison, mais vous avez aussi compris que quand je vous dis qu'il va y avoir une méthode nouvelle avec une commission transpartisane pour travailler sur l'évolution de nos institutions, ça va en faire partie. Mais aujourd'hui, on a de telles difficultés au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de la santé, on va mettre des priorités quelque part. On va mettre des priorités, mais très certainement, le problème de la proportionnelle va se poser, parce que les Français nous ont bien démontré qu'ils n'attendaient pas qu'on la propose, ils la faisaient eux-mêmes. Voilà, merci beaucoup Madame Bordas.
Merci pour votre disponibilité, vos éclairages. Je pense qu'on a fait le tour de ces quelques questions qui, je l'espère, auront éclairé nos téléspectateurs sur l'actualité de la politique française. Je rappelle que vous êtes ancienne sénatrice de Corrèze, ancienne première adjointe de la ville de Brive, ancienne vice-présidente de la région Limousin et membre du bureau national du parti Renaissance. Merci beaucoup, Madame Patricia Bordas. Merci, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée à vous également et portez-vous bien. Merci. Merci.